Je suis allé chez mon beau-père et j'ai trouvé ma mère en larmes, agenouillée en train de nettoyer le sol. Tout le monde a été choqué par ce que j'ai fait. Je fixe du regard cette petite maison de banlieue parisienne, celle qui a bercé mon enfance. Après 15 ans d'absence, me voilà devant cette façade défraîchie qui me semblait autrefois si imposante. Les glycines que ma mère chérissait tant pendent encore sur le portail, mais elles semblent aujourd'hui négligées, presque aussi fatiguées que mon cœur qui bat la chamade. Mon costume sur mesure et ma voiture de luxe détonnent dans ce quartier modeste de Montfermeil. Les voisins me dévisagent à travers leurs rideaux. Certains doivent encore se souvenir du petit Gabriel qui courait dans ces rues. Aujourd'hui, à 35 ans, je suis devenu quelqu'un d'autre. Le PDG d'une entreprise de technologie que j'ai bâtie à la sueur de mon front. Mais en cet instant, devant cette maison, je ne suis plus que le fils qui a trop tardé à revenir. Les lettres de ma mère s'étaient faites plus rares ces derniers temps, et son ton avait changé. Quelque chose dans ses mots sonnait faux, comme une mélodie désaccordée. C'est ce qui m'a poussé à faire ce voyage imprévu, à quitter mon bureau climatisé de la Défense pour revenir aux sources. Je pousse le portail qui grince, exactement comme dans mes souvenirs. Le jardin, autrefois si soigneusement entretenu par ma mère, ressemble maintenant à une jungle miniature. Les rosiers qu'elle aimait tant sont étouffés par les mauvaises herbes. Mon cœur se serre. Ma mère ne laisserait jamais son jardin dans cet état, pas elle qui passait ses dimanches à bichonner chaque plante. Alors que je m'approche de la porte d'entrée, des éclats de voix me parviennent. La voix grave et autoritaire de mon beau-père, Henri, celui que ma mère a épousé 2 ans après mon départ, résonne à travers les murs. Je ne distingue pas les mots, mais le ton est sans équivoque. Je m'arrête net, mon poing suspendu avant de frapper. À travers la fenêtre du salon, j'aperçois une scène qui me glace le sang. Ma mère, Marie-Claire, est à genoux sur le carrelage, frottant le sol avec une éponge. Ses cheveux, autrefois d'un noir profond, sont maintenant striés de gris. Ses épaules sont voûtées, comme si elle portait le poids du monde. Henri se tient au-dessus d'elle, pointant du doigt une tâche qu'elle aurait manquée. Je reste paralysé devant cette scène, mes pensées tourbillonnant dans ma tête. Les souvenirs de ma mère, toujours élégante et fière, se heurtent violemment à cette image d'une femme brisée. Comment ai-je pu laisser cela arriver? Comment ai-je pu être si aveugle, si absorbé par ma réussite professionnelle? Les dernières années défilent dans ma tête. Les appels téléphoniques de plus en plus courts. Les excuses pour ne pas venir me voir à Paris. Les photos qu'elle ne m'envoyait plus. Tous ces signes que j'avais choisi d'ignorer, trop occupé à construire mon empire. Je repense à ce jour où elle m'a annoncé son remariage avec Henri. À l'époque, il semblait être un homme respectable, un entrepreneur local qui promettait de prendre soin d'elle. J'étais soulagé de la savoir accompagnée. Cela m'avait donné bonne conscience pour me consacrer entièrement à ma carrière. Soudain, un bruit de verre brisé me tire de mes pensées. À travers la fenêtre, je vois ma mère qui s'excuse précipitamment, ramassant les morceaux d'une tasse tombée au sol. Henri fait un geste d'exaspération et je vois ma mère tressaillir. Ce simple mouvement réveille en moi une colère que je ne me connaissais pas. Je prends une profonde inspiration, ajuste ma cravate par réflexe et frappe à la porte. Le silence s'abat immédiatement dans la maison. Des pas lourds s'approchent et la porte s'ouvre sur Henri. Son visage passe de l'agacement à la surprise en me reconnaissant. « Gabriel ?» Sa voix trahit son désarroi. Quelle surprise! Nous ne t'attendions pas. Derrière lui, j'aperçois ma mère qui se relève précipitamment, essuyant ses mains sur son tablier. Nos regards se croisent et je vois dans ses yeux un mélange de joie et de honte qui me brise le cœur. « Maman ?» dis-je simplement, ignorant Henri pour entrer dans la maison. Elle s'avance vers moi hésitante, comme si elle avait oublié comment me serrer dans ses bras. Je franchis la distance qui nous sépare et l'enlace. Elle est si mince, si fragile entre mes bras. Son parfum familier me ramène en enfance, mais quelque chose a changé. Cette femme qui m'a élevé seule, qui a travaillé 2 emplois pour me permettre de faire des études, qui riait si facilement, semble avoir été remplacée par une ombre d'elle-même. Je sens le regard d'Henri qui nous observe, et une certitude s'impose à moi. Je ne repartirai pas cette fois. Pas avant d'avoir compris ce qui s'est réellement passé pendant mon absence. Pas avant d'avoir retrouvé la mère que j'ai laissée derrière moi il y a 15 ans. Le salon, autrefois chaleureux et accueillant, me paraît maintenant étouffant. Les photos au mur racontent une histoire que je ne reconnais pas, une version déformée de la vie que j'ai quittée. Mais sous cette surface, je sens que se cache une vérité plus sombre, des secrets qui n'attendent que d'être révélés.
Le dîner se déroule dans une atmosphère pesante. Ma mère s'affaire dans la cuisine, refusant mon aide d'un geste de la main. Henri domine la conversation, vantant ses succès dans l'immobilier local. Je l'écoute d'une oreille distraite, observant plutôt les interactions subtiles entre lui et ma mère. Chaque fois qu'il élève la voix, elle tressaille imperceptiblement. Ses yeux, autrefois pétillants de vie, semblent maintenant éteints, fixés sur son assiette. « Alors, Gabriel ?» lance Henri entre deux bouchées, « que nous vaut l'honneur de ta visite ? Des problèmes avec ton entreprise ?» Je sens le piège dans sa question, la satisfaction mal dissimulée à l'idée que je puisse avoir échoué. Je force un sourire. « Pas du tout, Henri, les affaires vont bien. J'avais simplement envie de voir maman. » Ma mère lève les yeux, un bref éclair d'espoir traversant son regard avant de s'éteindre. « C'est gentil, mon chéri, » murmure-t-elle. « Mais tu n'aurais pas dû te déranger. Nous allons bien ici. » Le mensonge est si flagrant qu'il me fait physiquement mal. Je scrute son visage, cherchant des traces de la femme forte que j'ai connue. Où est passée celle qui chantait en préparant le dîner, qui riait aux éclats en regardant des comédies à la télévision? Après le repas, je propose d'aider à débarrasser, mais Henri intervient. « Laisse, ta mère s'en occupe. C'est son travail après tout. » Ces mots me frappent comme une gifle. Le travail de ma mère? Cette femme qui a été infirmière pendant des années, qui a élevé seule son fils réduite à une simple domestique? Je peux lui parler en privé? Je demande, essayant de contenir ma colère. Henri hausse les épaules. Bien sûr, mais ne la retiens pas trop longtemps. Elle a encore du travail à faire. Je suis ma mère dans la cuisine, fermant doucement la porte derrière nous. Elle commence immédiatement à s'activer, remplissant l'évier d'eau savonneuse. « Maman !» je murmure, posant une main sur son épaule. Elle s'immobilise. Que s'est-il passé? Elle ne se retourne pas, ses mains tremblant légèrement dans l'eau. Je ne sais pas de quoi tu parles, Gabriel, tout va bien. Maman, s'il te plaît, je vois bien que quelque chose ne va pas. Ce n'est pas toi, ça. Elle se tourne enfin vers moi et je vois des larmes briller dans ses yeux. Les choses changent, mon chéri. Les gens changent. J'ai vieilli, c'est tout. Non, j'insiste doucement. Ce n'est pas que ça. Henri, il te traite comme... Henri prend soin de moi, coupe-t-elle rapidement, mais sa voix manque de conviction. Il a ses façons de faire, c'est tout. Je sens qu'elle ne me dit pas tout, qu'il y a des choses plus profondes, plus sombres qu'elle n'ose pas exprimer. Je prends ses mains dans les miennes, constatant avec choc à quel point elles sont abîmées, couvertes de petites coupures et de cales. « Maman, tu peux tout me dire. Je suis là maintenant. Je peux t'aider. » Elle hésite, ouvre la bouche pour parler, mais un bruit dans le couloir la fait sursauter. Elle retire vivement ses mains des miennes et se remet à la vaisselle. « Il n'y a rien à dire, Gabriel. Vraiment. Tu devrais retourner à Paris, à ta vie. Ne t'inquiète pas pour moi. » Mais son ton, sa posture, tout en elle crie le contraire. Je réalise que je ne peux pas la forcer à parler, pas maintenant. Il va falloir que je creuse plus profond, que je découvre par moi-même ce qui se cache derrière cette façade. Je quitte la cuisine, frustré et inquiet. Dans le salon, Henri est au téléphone, parlant à voix basse. Il raccroche précipitamment en me voyant. « Tout va bien avec ta mère ?» demande-t-il, un sourire qui n'atteint pas ses yeux plaqués sur le visage. « Oui, je mens. Je pense que je vais rester quelques jours, si ça ne vous dérange pas. » Une ombre passe sur son visage, vite remplacée par une fausse jovialité. « Bien sûr, ta chambre est toujours là-haut. Ta mère sera ravie. » Je monte les escaliers, chaque marche grinçant sous mes pas comme pour me rappeler le poids des années passées. Ma vieille chambre est intacte, figée dans le temps comme un musée de mon adolescence. Les posters de mes groupes préférés, mes trophées de l'école, tout est là. Mais quelque chose cloche. Je parcours la pièce du regard et réalise, il n'y a aucune trace de ma vie adulte. Pas de photos récentes, pas de souvenirs de mes voyages d'affaires. C'est comme si le temps s'était arrêté le jour de mon départ. Je m'assieds sur le lit, submergé par un mélange de nostalgie et de culpabilité. Comment ai-je pu laisser tant d'années passer sans vraiment revenir? Sans voir les changements qui s'opéraient ici, un bruit attire mon attention. De ma fenêtre, j'aperçois Henri qui sort de la maison, téléphone à l'oreille. Il parle avec animation, jetant des regards furtifs autour de lui. Son comportement éveille ma curiosité et ma méfiance. Je prends une décision. Je ne repartirai pas avant d'avoir découvert la vérité. Quelque chose ne tourne pas rond dans cette maison. Et ma mère a besoin d'aide, même si elle n'ose pas me le demander. Allongé sur mon lit d'adolescent, je commence à élaborer un plan. Demain,
Je commencerai à creuser. Je contacterai d'anciens voisins. Je chercherai des informations sur Henri, sur ses affaires. Il doit bien y avoir des explications à ce changement radical dans la vie de ma mère. Alors que je commence à m'assoupir, bercé par les bruits familiers de la maison, une pensée me traverse l'esprit. Et si ce que je découvre ne me plaît pas? Suis-je vraiment prêt à affronter la vérité, quelle qu'elle soit? Le sommeil me gagne, mais mon esprit reste en alerte. Demain sera le début d'une enquête qui pourrait bien bouleverser non seulement la vie de ma mère, mais aussi la mienne. Une chose est sûre, je ne fuirai plus mes responsabilités. Il est temps de réparer les erreurs du passé et de reconstruire ce qui a été brisé. Le lendemain matin, je me réveille aux premières lueurs de l'aube, l'esprit en ébullition. Les bruits familiers de la maison me parviennent, le grincement du plancher, le murmure lointain de la radio dans la cuisine. Je descends silencieusement les escaliers, espérant avoir un moment seul avec ma mère avant qu'Henri ne se réveille. Je la trouve dans la cuisine, préparant le petit déjeuner. Elle sursaute légèrement en me voyant, puis un timide sourire éclaire son visage. « Bonjour mon chéri, tu es matinal. » Je m'approche et l'embrasse sur la joue. « Je voulais passer un peu de temps avec toi, maman. » Comme avant. Son sourire s'élargit, mais je perçois une ombre dans ses yeux. C'est gentil, mais ne fais pas trop de bruit, Henri n'aime pas être réveillé tôt. Nous prenons le petit déjeuner ensemble, parlant à voix basse. J'essaie de la faire parler de sa vie, de ces années où j'étais absent. Mais elle élude habilement mes questions, préférant m'interroger sur mon travail, ma vie à Paris. « Ah maman, je finis par dire, je voudrais vraiment comprendre ce qui s'est passé ici. Je vois bien que les choses ont changé. » Elle pose sa tasse de café, ses mains tremblant légèrement. « Gabriel, s'il te plaît, ne remue pas le passé. Ce qui est fait est fait. Mais si quelque chose ne va pas, si tu as besoin d'aide... » « Chut !» Elle m'interrompt, jetant un regard nerveux vers l'escalier. « Henri va bientôt se lever, va te préparer, d'accord ?» Je hoche la tête, frustré mais comprenant que je ne tirerai rien d'elle pour le moment. Je remonte dans ma chambre, l'esprit en ébullition. Il est clair que ma mère a peur de quelque chose, ou de quelqu'un. Mais de quoi? De qui? Une fois habillé, je redescends. Henri est maintenant dans la cuisine, lisant son journal. Il me lance un regard par-dessus ses lunettes. « Alors, Gabriel, des projets pour aujourd'hui ?» Je force un sourire. Je pensais faire un tour dans le quartier, revoir quelques vieux amis. Il hoche la tête distraitement. « Bien, bien. Ta mère et moi avons des courses à faire. Ne nous attends pas pour le déjeuner. » Je les regarde partir, notant comment ma mère semble se rapetisser à côté d'Henri, comme si elle essayait de se faire invisible. Dès que leur voiture disparaît au coin de la rue, je me mets au travail. Je commence par fouiller discrètement la maison, à la recherche d'indices sur la situation financière de ma mère et d'Henri. Dans le bureau, je trouve des piles de factures impayées, des lettres de relance de la banque. La situation semble bien plus précaire que ce qu'Henri laissait entendre. Sous une pile de papier, je découvre un document qui attire mon attention. Un acte de propriété de la maison. À ma grande surprise, le nom de ma mère n'y figure pas. Seul celui d'Henri apparaît. Comment est-ce possible? Cette maison appartenait à ma mère bien avant qu'elle ne rencontre Henri. Mon cœur se serre. Quelque chose de grave s'est produit et je suis déterminé à découvrir quoi. Je sors de la maison et me dirige vers celle de Madame Dubois, notre ancienne voisine. À 80 ans, elle est toujours là, observant le quartier de sa fenêtre. Elle m'accueille chaleureusement, ravie de me revoir après toutes ces années. « Gabriel, mon petit, comme tu as grandi !» Nous nous installons dans son salon chargé de bibelots. Je vais droit au but. « Madame Dubois, j'aimerais vous parler de ma mère. J'ai l'impression que les choses ont beaucoup changé depuis que je suis parti. » Son visage s'assombrit. « Ah, mon garçon, ta mère, c'est une sainte, tu sais. Mais depuis qu'elle a épousé ce Henri... » Elle s'interrompt, hésitante. « S'il vous plaît, Madame Dubois, j'ai besoin de savoir. » Elle soupire. Au début, tout semblait aller bien. Henri était charmant, attentionné. Mais peu à peu, les choses ont changé. Ta mère sortait de moins en moins. On ne l'entendait plus rire. Et puis il y a eu cette histoire avec la maison. Quelle histoire? Je demande, le cœur battant. Il y a environ 2 ans, ta mère est venue me voir, très agitée. Elle m'a dit qu'Henri lui avait fait signer des papiers, qu'elle ne comprenait pas bien ce que c'était. Quelques jours plus tard, des ouvriers sont venus faire des travaux. Henri disait que c'était pour améliorer la maison, mais elle s'interrompt à nouveau, visiblement mal à l'aise. « Mais quoi, Madame Dubois ?» Mais j'ai entendu des disputes. Henri criait que la maison lui appartenait maintenant, que ta mère devait lui obéir. Depuis, elle est comme éteinte.
Mon sang se glace dans mes veines. Les pièces du puzzle commencent à s'assembler, formant une image que je redoute de voir en entier. Y a-t-il autre chose que vous pouvez me dire? N'importe quoi qui pourrait m'aider à comprendre? Madame Dubois réfléchit un moment. Il y a bien quelque chose. J'ai vu plusieurs fois un homme venir chez vous. Un type bien habillé, l'air important. Il avait l'air proche d'Henri. Je crois que c'était... Comment s'appelle-t-il déjà? Ah oui, Leclerc. Philippe Leclerc. Ce nom me dit quelque chose. Je fouille dans ma mémoire et soudain ça me revient. L'oncle Philippe, le frère de mon père. Je ne l'ai pas vu depuis l'enterrement de papa, il y a plus de 20 ans. Je remercie chaleureusement Madame Dubois et quitte sa maison, l'esprit en ébullition. Quel rôle joue mon oncle dans tout ça? Pourquoi n'ai-je jamais été informé de son implication dans la vie de ma mère? De retour dans la rue, je vois la voiture d'Henri se garer devant la maison. Ma mère en sort, chargée de sacs de courses, tandis qu'Henri entre directement sans l'aider. Nos regards se croisent brièvement et je vois dans ses yeux un mélange de peur et de supplication silencieuse. Je sais maintenant que je ne peux plus reculer. Cette enquête ne fait que commencer, et je suis déterminé à aller jusqu'au bout, quelles que soient les vérités douloureuses que je pourrais découvrir. Pour ma mère, pour la justice, je dois continuer. Alors que je rentre dans la maison, une nouvelle détermination m'anime. Les secrets enfouis depuis si longtemps commencent à remonter à la surface, et je sens que je ne suis qu'au début d'une révélation qui pourrait tout changer. Les jours suivants sont un mélange de frustration et de découverte. Je jongle entre mes responsabilités professionnelles à distance et mon enquête discrète. Chaque conversation avec ma mère est comme une danse délicate, où j'essaie de glaner des informations sans éveiller les soupçons d'Henri. Un matin, alors qu'Henri est sorti pour « affaires », je décide de confronter ma mère plus directement. Je la trouve dans le jardin tentant de redonner vie au rosier négligé. « Maman », je commence doucement, m'agenouillant à côté d'elle. « Il faut qu'on parle de la maison. » Elle se fige, ses mains tremblant légèrement autour des sécateurs. « De quoi parles-tu, Gabriel ?»« J'ai vu les papiers, maman. La maison est au nom d'Henri maintenant. Comment est-ce arrivé ?» Elle laisse échapper un long soupir, comme si elle portait un poids immense. « Oh, Gabriel, c'est compliqué. Explique-moi, » j'insiste gentiment. « Je suis là pour t'aider, mais j'ai besoin de comprendre. » Elle pose ses outils et me regarde enfin dans les yeux. Ça a commencé il y a environ 3 ans. Henri disait que nous avions des problèmes d'argent, que la maison avait besoin de réparations coûteuses. Il m'a proposé de mettre la maison à son nom pour obtenir un prêt plus facilement. Il a dit que c'était temporaire, juste une formalité. Je sens la colère monter en moi, mais je la contiens pour ne pas effrayer ma mère. Et ensuite, les choses ont changé. Henri est devenu plus autoritaire. Il disait que puisque la maison était à son nom, je devais suivre ses règles. Et puis il y a eu cette histoire avec ton oncle Philippe. Mon cœur fait un bond. Oncle Philippe? Quel rapport a-t-il avec tout ça? Ma mère hésite, jetant un regard nerveux vers la maison, comme si elle craignait qu'Henri puisse nous entendre. Philippe est venu nous voir peu après. Il parlait d'une vieille dette que ton père aurait eue envers lui. Il disait qu'en échange de son silence sur certaines irrégularités, nous devions lui céder une partie de la valeur de la maison. Je suis abasourdi. Mon père, impliqué dans des irrégularités. Cela ne lui ressemblait pas du tout. Quel genre de dette? Quelles irrégularités? Je ne sais pas exactement, murmure ma mère. Ton père et Philippe avaient des affaires ensemble avant son départ. Henri semblait au courant de quelque chose. Il a insisté pour que j'accepte les conditions de Philippe. Je prends les mains de ma mère dans les miennes, sentant sa détresse. « Maman, pourquoi ne m'as-tu rien dit? J'aurais pu t'aider. » Des larmes brillent dans ses yeux. « Oh, Gabriel, tu avais enfin réussi, tu avais ta propre vie. Je ne voulais pas te mêler à tout ça. Et puis, j'avais honte. Honte d'avoir été si naïve, si faible. » Je la serre dans mes bras, sentant sa fragilité. « Tu n'as pas à avoir honte, maman. C'est eux qui devraient avoir honte, mais je te promets, on va arranger ça. » Soudain, le bruit d'une voiture qui se gare nous fait sursauter. Henri est de retour. Ma mère se lève précipitamment, essuyant ses larmes. « Ne dis rien à Henri, supplie-t-elle. S'il te plaît, Gabriel, ça pourrait empirer les choses. » Je hoche la tête à contre-cœur, mais intérieurement, ma résolution est plus forte que jamais. Il est temps d'agir. Le soir même, je prétexte une promenade pour m'isoler et passer quelques coups de fil. Je contacte d'abord mon avocat à Paris, lui demandant de creuser discrètement sur les affaires d'Henri et de mon oncle Philippe. Ensuite,
J'appelle un vieil ami d'université devenu journaliste d'investigation. « Thomas », je dis dès qu'il décroche, « j'ai besoin de ton aide. C'est une longue histoire, mais je crois que ma mère est victime d'une manipulation financière, peut-être même d'un chantage. » Thomas écoute attentivement alors que je lui expose la situation. « Ça a l'air sérieux, Gabriel. Je vais voir ce que je peux trouver. Mais sois prudent, d'accord? Ce genre d'affaire peut vite devenir dangereux. » Ces mots résonnent en moi alors que je rentre à la maison. Je réalise que je marche sur un fil, risquant non seulement ma relation avec ma mère, mais peut-être même plus. Les jours suivants sont tendus. Henri semble de plus en plus méfiant, me lançant des regards en coin. Je surprends des bribes de conversations téléphoniques, où il parle à voix basse de problèmes et de solutions radicales. Une semaine après mon arrivée, alors que je suis dans ma chambre en train de travailler, j'entends une dispute éclater en bas. La voix d'Henri résonne, pleine de colère. « Tu lui as parlé, n'est-ce pas? Je t'avais dit de tenir ta langue. » J'entends ma mère protester faiblement, puis un bruit sourd. Sans réfléchir, je me précipite dans les escaliers. Dans le salon, je trouve ma mère recroquevillée sur le canapé. Henri debout devant elle, le visage rouge de rage. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» je demande, ma voix tremblante de colère contenue. Henri se tourne vers moi, un rictus menaçant sur le visage. « Ça ne te regarde pas, mon garçon. C'est entre ta mère et moi. Ça me regarde quand vous menacez ma mère, je rétorque, m'avançant pour me placer entre eux. Henri ricane. Ta mère, celle que tu as abandonnée pendant des années, ne joue pas au héros maintenant, Gabriel. Tu ne sais rien de ce qui se passe ici. Je sais plus que vous ne le pensez, je réponds, soutenant son regard. Je sais pour la maison, pour l'oncle Philippe, pour vos magouilles. Le visage d'Henri pâlit légèrement, mais il se reprend vite. Tu ne sais rien du tout. Et si tu es malin, tu repartiras à Paris et tu oublieras tout ça. Jamais, je gronde. Je ne laisserai plus ma mère seule face à vos manipulations. Henri s'approche, menaçant. Fais attention, Gabriel. Tu ne sais pas à qui tu as affaire. Il y a des choses que tu ferais mieux d'ignorer pour ton bien et celui de ta mère. Avant que je ne puisse répondre, ma mère se lève, se plaçant entre nous. Arrêtez tous les deux, je ne supporte plus tout ça. Sa voix, bien que tremblante, porte une force que je n'avais pas entendue depuis longtemps. Henri recule, surpris par cette soudaine affirmation. « Marie-Claire » commence-t-il, mais elle l'interrompt. « Non, Henri, ça suffit. Gabriel a raison. Les choses doivent changer. » Je regarde ma mère avec un mélange de fierté et d'inquiétude. Elle se tient droite, ses yeux brillants d'une détermination retrouvée. Mais je sais que ce n'est que le début d'une bataille qui s'annonce longue et difficile. Henri nous regarde tour à tour, puis quitte la pièce en claquant la porte. Le silence qui suit est assourdissant. Ma mère se tourne vers moi, les larmes aux yeux, mais un petit sourire aux lèvres. « Merci, mon fils », murmure-t-elle. Je crois qu'il est temps que je reprenne ma vie en main. Je la serre dans mes bras, sentant que nous venons de franchir un cap important. Mais au fond de moi, je sais que la véritable bataille ne fait que commencer. Henri et mon oncle Philippe ne laisseront pas tomber si facilement, et il reste encore tant de secrets à découvrir. Alors que je tiens ma mère, je me promets silencieusement de ne pas abandonner, quoi qu'il arrive. La vérité doit éclater et justice doit être rendue. Peu importe le temps que cela prendra, peu importe les obstacles, je suis déterminé à aller jusqu'au bout. Les jours qui suivent la confrontation sont chargés d'une tension palpable. Henri se fait plus discret, évitant ma présence et celle de ma mère autant que possible. Je profite de cette accalmie pour intensifier mes recherches, tout en encourageant ma mère à reprendre confiance en elle. Un matin, alors que je travaille dans ma chambre, je reçois un appel de Thomas, mon ami journaliste. « Gabriel, j'ai trouvé quelque chose d'intéressant, » dit-il sans préambule. « Tu ferais mieux de t'asseoir. » Je m'installe sur le bord de mon lit, le cœur battant. « Je t'écoute. J'ai creusé dans le passé de ton oncle Philippe et d'Henri. Il s'avère qu'ils se connaissaient bien avant le mariage de ta mère. Ils étaient associés dans plusieurs projets immobiliers douteux, il y a une quinzaine d'années. » Je fronce les sourcils. Quel genre de projet? Du blanchiment d'argent, principalement. Ils achetaient des propriétés à bas prix, les rénovaient avec des fonds d'origine suspecte, puis les revendaient à profit. Mais ce n'est pas tout. Thomas marque une pause comme s'il hésitait à continuer. Quoi d'autre, Thomas? Je le presse. Ton père, il semble qu'il ait découvert quelque chose à propos de leurs activités peu avant son départ. Mon cœur rate un battement. Le départ de mon père, un sujet que ma mère et moi avions toujours évité d'aborder directement.
Tu veux dire avant son accident? Gabriel, dit doucement Thomas, je ne suis pas sûr que c'était vraiment un accident. Le monde semble s'arrêter autour de moi. Des souvenirs longtemps enfouis remontent à la surface. Mon père, toujours si prudent au volant, retrouvé dans sa voiture au fond d'un ravin. Les circonstances floues de l'accident. Les murmures et les regards que je surprenais entre les adultes à l'époque. Tu en es sûr? Je balbutie. Je n'ai pas de preuves concrètes, admet Thomas. Mais j'ai trouvé des échanges de mails datant de cette époque. Ton père menaçait de tout révéler. Puis soudainement, plus rien. Et quelques jours plus tard, l'accident, je termine, la gorge serrée. Exactement. Écoute, Gabriel, je continue à creuser. Mais sois extrêmement prudent. Ces types ne reculeront devant rien pour protéger leurs secrets. Je le remercie et raccroche, l'esprit en ébullition. Comment annoncer ça à ma mère? Comment lui faire face avec cette terrible suspicion? Perdu dans mes pensées, je descends à la cuisine pour me faire un café. Ma mère est là, préparant le déjeuner. En me voyant, elle fronce les sourcils. « Gabriel, ça va? Tu es tout pâle. » Je m'assieds lourdement à la table de la cuisine. « Maman, il faut qu'on parle. De papa. » Elle se fige, la spatule en l'air. « De ton père? Pourquoi ?» Je prends une profonde inspiration. Je crois que son accident n'était peut-être pas un accident. Ma mère laisse tomber la spatule qui heurte le sol dans un bruit métallique. Elle s'appuie contre le comptoir, le visage blême. « Tu sais, murmure-t-elle. Ces mots me frappent comme un coup de poing. Tu étais au courant? Elle secoue la tête, les larmes aux yeux. Pas vraiment. J'avais des soupçons, des doutes. Ton père était si agité les jours avant que ça n'arrive. Il parlait de révéler quelque chose, de faire ce qui était juste, mais il ne voulait rien me dire pour me protéger. Je me lève et la prends dans mes bras, sentant son corps trembler contre le mien. « Pourquoi tu n'as rien dit ?» je demande doucement. J'avais peur, Gabriel. Peur pour toi, pour nous. Et puis Henri est arrivé, il semblait si gentil, si protecteur. Je pensais que c'était une chance de recommencer, d'oublier. Je la serre plus fort, réalisant soudain le poids qu'elle portait depuis toutes ces années. « Maman, on va découvrir la vérité. Je te le promets. Et on va récupérer ce qui nous appartient. » Elle se détache légèrement, me regardant avec un mélange de peur et d'espoir. « Comment ?»« J'ai des amis qui m'aident. On a déjà des pistes. Mais j'ai besoin que tu me dises tout ce dont tu te souviens de cette époque. Chaque détail peut être important. » Ma mère hoche la tête, essuyant ses larmes. « D'accord, mais pas ici. Henri pourrait rentrer à tout moment. Nous décidons de sortir, prétextant une promenade. Dans un petit parc non loin de la maison, à l'abri des regards et des oreilles indiscrètes, ma mère commence à me raconter les derniers jours de mon père, ses inquiétudes croissantes, ses conversations téléphoniques à voix basse, les documents qu'il cachait dans son bureau. « Il y avait une boîte, dit-elle soudain, ses yeux s'illuminant d'un souvenir. Une vieille boîte à chaussures qu'il gardait toujours verrouillée dans son placard. Le jour de l'accident, j'ai voulu l'ouvrir, mais elle avait disparu. Mon esprit s'emballe. Cette boîte pourrait-elle contenir les preuves dont nous avons besoin? Tu penses qu'Henri ou Philippe auraient pu la prendre? Je demande. Ma mère secoue la tête. Je ne sais pas. Mais Philippe est venu à la maison le lendemain de l'enterrement. Il disait vouloir m'aider à ranger les affaires de ton père. Il a passé beaucoup de temps dans son bureau. Les pièces du puzzle commencent à s'assembler dans mon esprit. Mon oncle Philippe, cherchant à effacer les traces des découvertes de mon père. Henri entrant dans nos vies peu après, prêt à profiter de notre vulnérabilité. « Maman, je dis doucement, je crois qu'il est temps de confronter oncle Philippe. Il doit savoir que nous ne sommes plus dupes. » Elle me regarde, une lueur de détermination dans les yeux. « Tu as raison. Mais comment allons-nous procéder ?» Je réfléchis un moment. Je vais l'appeler, lui dire que nous avons trouvé de vieux documents de papa et que nous voulons en discuter avec lui. On verra sa réaction. Ma mère acquiesce, serrant ma main dans la sienne. « Ensemble », murmure-t-elle. Alors que nous rentrons à la maison, je sens que nous sommes à un tournant. Les secrets enfouis depuis si longtemps sont sur le point d'éclater au grand jour. Mais je sais aussi que nous nous engageons sur un chemin dangereux. Henri et Philippe ne reculeront devant rien pour protéger leurs intérêts. Le soir venu, alors que la maison est silencieuse, je prends mon téléphone et compose le numéro de mon oncle Philippe. Mon cœur bat la chamade alors que la tonalité résonne. C'est le début d'une confrontation qui pourrait tout changer, pour le meilleur ou pour le pire.
La sonnerie du téléphone résonne 3 fois avant que la voix grave de mon oncle Philippe ne réponde. « Allô, oncle Philippe? C'est Gabriel. » Un bref silence s'installe avant qu'il ne reprenne, une note de surprise dans la voix. « Gabriel? Ça alors, quelle surprise! Comment vas-tu, mon garçon? » Je serre les dents, contenant ma colère face à cette fausse jovialité. « Je vais bien, merci. Écoute, je suis chez maman en ce moment et nous avons trouvé quelques vieux documents de papa. J'aimerais en discuter avec toi. » Il y a une pause, presque imperceptible, mais je la sens. « Oh, vraiment? Quel genre de documents? » Des papiers concernant certaines de ses anciennes affaires. Je pensais que tu pourrais nous éclairer à ce sujet. Que dirais-tu de passer demain? Demain? Il semble hésiter. Eh bien, c'est un peu soudain. J'ai un agenda assez chargé, tu comprends? C'est important, oncle Philippe, j'insiste, gardant ma voix aussi neutre que possible. Ça concerne aussi certaines transactions immobilières que tu as faites avec Henri. Cette fois, le silence est plus long. Quand il reprend la parole, sa voix a perdu de sa chaleur. Je vois. Très bien, je passerai demain après-midi. Vers 15 heures, ça te convient? Parfait. À demain, alors. Je raccroche, le cœur battant. Ma mère, qui a écouté la conversation à côté de moi, me regarde avec appréhension. « Tu crois qu'il se doute de quelque chose ?» demande-t-elle. « Probablement, je réponds. Mais c'est une bonne chose. S'il est nerveux, il risque de faire des erreurs. » Le lendemain matin, la tension est palpable dans la maison. Henri, sentant que quelque chose se prépare, rôde comme un lion en cage. Ma mère et moi évitons soigneusement de mentionner la visite prochaine de Philippe. À 14h55 précise, une voiture de luxe se gare devant la maison. Mon oncle Philippe en sort, l'air impeccable dans son costume sur mesure. Je l'observe par la fenêtre, notant sa démarche assurée qui contraste avec la nervosité dans ses yeux. Je vais ouvrir la porte avant même qu'il ne sonne. « Bonjour, oncle Philippe. » Il me serre la main, son sourire ne parvenant pas à atteindre ses yeux. « Gabriel, mon garçon, tu as bien grandi. » Nous entrons dans le salon où ma mère nous attend. L'atmosphère est électrique. Henri, qui était dans la cuisine, nous rejoint, visiblement surpris par la présence de Philippe. « Philippe, que fais-tu ici ?» demande-t-il, une pointe d'inquiétude dans la voix. « J'ai invité oncle Philippe », je réponds calmement. « Nous avons des choses à discuter. » Je fais signe à tout le monde de s'asseoir. Ma mère est tendue mais déterminée. Henri s'installe dans un fauteuil, mal à l'aise. « Bien, je commence. J'ai fait quelques recherches ces derniers temps. Sur les anciennes affaires de papa, sur vos projets immobiliers, je regarde tour à tour Philippe et Henri, et sur certaines transactions financières douteuses. » Philippe se raidit. « Je ne vois pas de quoi tu parles, Gabriel. Ton père et moi avions quelques affaires ensemble, oui, mais rien de... » Je l'interromps, en sortant une liasse de documents de ma serviette. « J'ai ici des relevés bancaires, des actes de vente, des emails. Tout pointe vers un système élaboré de blanchiment d'argent. » Henri bondit de son siège. « C'est ridicule. Tu ne peux pas débarquer ici et lancer des accusations sans fondement. » « Sans fondement ?» Je me tourne vers lui. « Alors expliquez-moi pourquoi le nom de ma mère a mystérieusement disparu de l'acte de propriété de cette maison, ou pourquoi des sommes importantes ont transité par vos comptes juste après la mort de mon père. » Ma mère laisse échapper un hoquet de surprise. Philippe, lui, reste étrangement calme. « Tu joues à un jeu dangereux, Gabriel, » dit-il doucement. « Tu ne sais pas dans quoi tu t'embarques. »« Oh si, je le sais, » je rétorque. « Je sais que papa avait découvert vos magouilles. Je sais qu'il menaçait de tout révéler. Et je commence à croire que son accident n'en était pas un. » C'est à ce moment que Philippe craque. Son masque de calme se fissure, laissant apparaître une colère froide. « Ton père était un idéaliste naïf. Il allait tout ruiner, tout ce que nous avions construit. »« Philippe !» s'exclame Henri paniqué. « Tais-toi !» Mais mon oncle est lancé. « Tu crois vraiment que ton père était un saint? Il a profité du système autant que nous, mais quand les choses sont devenues un peu trop risquées, il a voulu se retirer et nous dénoncer. » Ma mère se lève tremblante de rage. « Comment osez-vous? Mon mari était un homme bien. Un homme bien qui allait nous envoyer tous en prison, » crache Philippe. « Nous n'avions pas le choix. » Le silence qui suit est assourdissant. Les mots de Philippe flottent dans l'air, lourds d'implication. Henri a le visage entre les mains, vaincu. Je prends une profonde inspiration. Voilà ce qui va se passer maintenant. Vous allez tout avouer à la police. Vous allez restituer à ma mère tout ce que vous lui avez volé. Et vous allez payer pour ce que vous avez fait à mon père. Philippe se lève lentement, son visage un masque de défi. Tu crois vraiment que c'est si simple, Gabriel? Nous avons des connexions, des gens puissants derrière nous. Tu ne sais pas à qui tu t'attaques.
Non, intervient soudain une voix depuis l'entrée du salon. Nous nous retournons tous pour voir Thomas, mon ami journaliste, accompagné de 2 policiers. Mais moi je le sais. Thomas s'avance, brandissant un enregistreur. J'ai tout enregistré, messieurs. Vos aveux, vos menaces, c'est fini. Les policiers s'avancent, sortant leurs menottes. Henri s'effondre dans son fauteuil, résigné. Philippe, lui, tente une dernière bravade. Tu ne sais pas ce que tu fais, Gabriel. Cette histoire va faire beaucoup de bruit, beaucoup de gens vont être éclaboussés. Es-tu prêt à assumer les conséquences? Je regarde ma mère, qui me sourit à travers ses larmes, puis me tourne vers Philippe. Oui, je suis prêt. Pour la vérité, pour la justice et pour mon père. Alors que les policiers emmènent Philippe et Henri, je prends ma mère dans mes bras. Elle sanglote doucement, un mélange de soulagement et de chagrin. C'est fini, maman, je murmure. On va pouvoir tourner la page. Thomas s'approche de nous. Ce n'est que le début, Gabriel. Il va y avoir une enquête, un procès. Ça ne sera pas facile. Je hoche la tête. Je sais, mais nous sommes prêts. Ensemble, nous surmonterons tout ça. Alors que la nuit tombe sur la maison, je regarde par la fenêtre les voitures de police s'éloigner. Une page se tourne, mais une nouvelle histoire commence. Une histoire de reconstruction, de guérison et peut-être enfin de paix. Les semaines qui suivent la confrontation sont un tourbillon d'activités. L'arrestation d'Henri et de Philippe fait la une des journaux locaux et bientôt, l'affaire prend une ampleur nationale. Thomas, fidèle à sa promesse, publie une série d'articles détaillant le scandale, tout en protégeant l'intégrité de notre famille. Ma mère et moi passons de longues heures avec les enquêteurs, déballant des années de secrets et de manipulations. C'est un processus douloureux, mais aussi libérateur. Chaque révélation semble alléger un peu plus le poids qui pesait sur nos épaules depuis si longtemps. Un matin, alors que nous prenons le petit déjeuner dans la cuisine, ma mère pose sa tasse de café et me regarde avec des yeux brillants de larmes contenues. « Gabriel, dit-elle doucement, je n'ai jamais eu l'occasion de te remercier vraiment pour tout ce que tu as fait. » Je prends sa main dans la mienne. « Maman, tu n'as pas à me remercier. C'était mon devoir, envers toi et envers papa. » Elle secoue la tête. « Non, tu ne comprends pas. Pendant des années, j'ai vécu dans la peur et la honte. J'avais perdu tout espoir. Mais toi, tu n'as jamais abandonné. Tu as fait ce que je n'ai pas eu le courage de faire. » Je sens mon cœur se serrer. « Maman, tu es la femme la plus courageuse que je connaisse. Tu as enduré tant de choses, seule pour me protéger. » Elle sourit à travers ses larmes. « Peut-être qu'il est temps que nous arrêtions tous les deux de porter ces fardeaux seuls. Qu'en dis-tu » J'acquiesce, sentant moi aussi les larmes monter. Je suis d'accord, plus de secrets entre nous. Ce moment marque un tournant dans notre relation. Dans les jours qui suivent, nous passons de longues heures à parler, à nous confier l'un à l'autre. Ma mère me raconte des histoires de mon père que je n'avais jamais entendues, des moments de bonheur simples qui avaient été occultés par la tragédie. Je lui parle de mes années à Paris, de mes luttes, de mes doutes. Petit à petit, nous reconstruisons le lien qui avait été distendu par les années et les non-dits. Parallèlement, nous devons faire face aux conséquences légales et financières de l'affaire. L'avocat que j'avais contacté à Paris vient nous rencontrer pour discuter de la restitution des biens et des possibles compensations. C'est un processus complexe, mais pour la première fois depuis longtemps, l'avenir semble prometteur. Un jour, alors que nous trions de vieux papiers dans le bureau de mon père, ma mère s'arrête soudainement, tenant une enveloppe jaunie entre ses mains tremblantes. « Gabriel, murmure-t-elle, je crois que c'est l'écriture de ton père. » Je m'approche, le cœur battant. C'est effectivement l'écriture de mon père, une lettre datée de quelques jours avant son accident. Ma mère me tend l'enveloppe, incapable de l'ouvrir elle-même. Avec précaution, je déplie le papier et commence à lire à voix haute. « Ma chère Marie-Claire, mon cher Gabriel, si vous lisez cette lettre, c'est que mes craintes se sont avérées fondées. Je suis désolé de vous avoir caché tant de choses, mais je pensais vous protéger. Je réalise maintenant que le silence ne protège personne. J'ai découvert des choses terribles sur les affaires de Philippe et de certains de nos associés. Du blanchiment d'argent, de la corruption à grande échelle. J'ai été naïf, j'ai fermé les yeux trop longtemps. Mais je ne peux plus continuer ainsi. Demain, je vais tout révéler aux autorités. Je sais que cela aura des conséquences pour notre famille, mais c'est la seule chose honorable à faire. J'espère que vous pourrez me pardonner et comprendre ma décision. Marie-Claire, mon amour, tu as toujours été ma force. Prends soin de notre fils, aide-le à devenir l'homme bien que je sais qu'il sera. Gabriel, mon garçon, sois toujours fidèle à tes valeurs.
N'aie pas peur de te battre pour ce qui est juste, même si le chemin est difficile. Je vous aime plus que tout au monde. Quoi qu'il arrive, n'oubliez jamais cela. Votre mari et père, Antoine. Lorsque je termine la lecture, le silence dans la pièce est assourdissant. Ma mère sanglote doucement, et je réalise que des larmes coulent aussi sur mes joues. Cette lettre, ces mots de mon père, c'est comme s'il était là avec nous, nous guidant à travers les ténèbres. Il savait, murmure ma mère. Il savait qu'il était en danger, mais il a choisi de faire ce qui était juste. Je hoche la tête, submergé par l'émotion. Il nous a montré le chemin, maman, et nous l'avons suivi, même si cela a pris du temps. Nous restons longtemps enlacés, pleurant et riant à la fois, libérant des années de chagrin refoulés. Cette lettre est plus qu'un adieu, c'est un nouveau départ. Dans les jours qui suivent, nous prenons une décision importante. Avec l'accord de ma mère, nous décidons de rendre publique la lettre de mon père. Thomas l'inclut dans son dernier article, qui devient rapidement viral. L'histoire de mon père, son intégrité face à la corruption, touche le cœur de nombreuses personnes. Soudain, notre lutte personnelle devient le symbole d'un combat plus large contre la corruption et l'injustice. Des gens de tout le pays nous contactent, partageant leurs propres histoires, offrant leur soutien. Ce qui était une tragédie personnelle se transforme en un mouvement de solidarité et d'espoir. Ma mère, qui avait été si effacée pendant des années, retrouve une nouvelle force. Elle commence à participer à des conférences, à parler aux médias. Sa résilience et son courage inspirent d'autres victimes à se manifester, à chercher justice. Quant à moi, je réalise que ma vie à Paris, ma carrière dans la technologie, tout cela semble soudain moins important. Je décide de prendre un congé sabbatique pour me consacrer entièrement à cette cause qui est devenue la nôtre. Un soir, alors que nous sommes assis sur la terrasse, regardant le soleil se coucher sur le jardin que ma mère a commencé à restaurer, elle se tourne vers moi avec un sourire serein. « Tu sais, Gabriel, pendant longtemps j'ai cru que notre histoire était une tragédie. Mais maintenant je commence à penser que c'est peut-être une histoire de rédemption. » Je lui prends la main, ému par sa sagesse. « Tu as raison, maman. Nous ne pouvons pas changer le passé, mais nous pouvons construire un avenir meilleur. Pour nous, et pour tous ceux qui ont besoin d'espoir. » Alors que la nuit tombe doucement, je sens une paix que je n'avais pas connue depuis longtemps. Le chemin devant nous est encore long et semé d'embûches, mais pour la première fois depuis des années, nous l'affrontons ensemble, forts de la vérité et de l'amour qui nous unissent. 5 ans se sont écoulés depuis cette soirée sur la terrasse où ma mère et moi avons décidé de transformer notre tragédie personnelle en une force de changement. Ces années ont été intenses, remplies de défis mais aussi de moments de joie et d'accomplissement que je n'aurais jamais cru possible. Le procès d'Henri et de Philippe a été long et éprouvant. Pendant des mois, nous avons dû revivre les moments les plus sombres de notre histoire familiale, mais nous avons tenu bon, soutenus par une vague de solidarité qui ne cessait de grandir. Finalement, la justice a triomphé. Les 2 hommes ont été condamnés à de lourdes peines de prison et un vaste réseau de corruption a été démantelé. Ma mère, Marie-Claire, s'est révélée être une force de la nature. Elle qui avait été si longtemps réduite au silence est devenue une voix puissante pour les victimes d'abus et de manipulation. Elle a créé une association, Lumière sur l'ombre, qui aide les personnes prises au piège de situations similaires à la nôtre. Son courage et sa compassion ont inspiré des centaines de personnes à se lever et à réclamer justice. Quant à moi, j'ai complètement réorienté ma carrière. Mon expérience dans la technologie s'est avérée précieuse pour créer des outils numériques aidant à détecter et à prévenir la fraude financière. J'ai travaillé en étroite collaboration avec des journalistes d'investigation et des autorités pour développer des systèmes plus transparents et plus équitables. Mais au-delà de ces accomplissements professionnels, c'est sur le plan personnel que les changements les plus profonds se sont produits. Ma relation avec ma mère s'est transformée en un lien d'une force incroyable. Nous avons appris à nous parler ouvertement, à partager nos peurs et nos espoirs. Les fantômes du passé ne nous hantent plus. Ils sont devenus une partie de notre histoire, nous rappelant d'où nous venons et pourquoi nous continuons à nous battre. Ce matin, alors que je me prépare pour un événement important, je ne peux m'empêcher de repenser à tout le chemin parcouru. Je suis dans la cuisine de notre nouvelle maison, une modeste mais chaleureuse demeure que nous avons achetée ensemble, un symbole de notre nouveau départ. Ma mère entre, rayonnante dans une robe élégante. « Tu es prêt, mon chéri ?» demande-t-elle, ajustant ma cravate avec un geste tendre qui me rappelle mon enfance.
Je hoche la tête, sentant l'émotion monter en moi. Je n'arrive pas à croire que ce jour est enfin arrivé. Elle me sourit, ses yeux brillants de fierté. Ton père serait si fier de toi, Gabriel. De nous. Nous montons dans la voiture et nous dirigeons vers le centre-ville. Les rues sont animées et je remarque plusieurs affiches annonçant l'événement du jour. Mon cœur bat plus fort à mesure que nous approchons de notre destination. La place principale de la ville est noire de monde. Une estrade a été dressée, entourée de journalistes et de caméras. Je prends une profonde inspiration avant de sortir de la voiture, aidant ma mère à descendre. La foule s'écarte pour nous laisser passer, beaucoup nous saluant avec des sourires et des mots d'encouragement. Sur l'estrade, je reconnais Thomas, mon ami journaliste devenu un allié précieux dans notre combat. Il y a aussi le maire de la ville, des représentants d'associations et même quelques visages familiers de la télévision nationale. Tous sont là pour l'inauguration du Centre de justice et de réhabilitation Antoine Lefèvre, nommé en l'honneur de mon père. Lorsque je prends place derrière le pupitre, face à cette foule venue nous soutenir, je sens un mélange d'humilité et de détermination m'envahir. Je commence mon discours, ma voix portée par l'émotion. Il y a 5 ans, nous étions une famille brisée par le secret et la trahison. Aujourd'hui, nous sommes ici, plus forts que jamais, entourés par une communauté qui croit en la justice et en la possibilité de changement. Ce centre que nous inaugurons aujourd'hui n'est pas seulement un bâtiment. C'est un phare d'espoir pour tous ceux qui luttent encore dans l'ombre. Je parle de notre parcours, de la corruption que nous avons combattue, mais surtout de l'incroyable solidarité que nous avons rencontrée. Je vois des larmes dans les yeux de ma mère, mais aussi une fierté immense. Ce centre sera un lieu où les victimes pourront trouver de l'aide, où les lanceurs d'alerte seront protégés, où nous travaillerons ensemble pour construire une société plus juste et plus transparente. C'est notre façon de transformer notre douleur en quelque chose de positif, de donner un sens au sacrifice de mon père. Alors que je termine mon discours, les applaudissements résonnent sur la place. Ma mère me rejoint sur l'estrade et ensemble, nous coupons le ruban symbolique. Les portes du centre s'ouvrent, marquant le début d'une nouvelle ère. Plus tard, alors que nous nous promenons dans les couloirs du centre, observant les gens qui commencent déjà à affluer pour chercher de l'aide ou offrir leur soutien, ma mère s'arrête et me prend dans ses bras. « Nous avons réussi, Gabriel, » murmure-t-elle. « Nous avons transformé notre histoire en quelque chose de beau. » Je la serre fort contre moi, sentant toute la force de notre lien. « Oui, maman, et ce n'est que le début. » Alors que nous sortons du bâtiment, le soleil couchant baigne la ville dans une lumière dorée. Je regarde ma mère, puis le centre qui porte le nom de mon père, et enfin, la communauté qui nous entoure. Je réalise que notre histoire, qui avait commencé dans la douleur et le secret, s'est transformée en un récit de rédemption, d'amour et d'espoir. Ce soir-là, rentrant chez nous, je sens une paix profonde m'envahir. Nous avons traversé l'obscurité et sommes ressortis plus forts de l'autre côté. Notre combat n'est pas terminé. Il y aura toujours des injustices à combattre, des vérités à révéler. Mais maintenant, nous savons que nous ne sommes pas seuls. Alors que je m'endors, je pense à mon père. J'espère qu'il serait fier de ce que nous avons accompli. Et je me promets de continuer à honorer sa mémoire, chaque jour, en luttant pour ce qui est juste. Notre histoire n'est pas une fin, mais un nouveau commencement. Un chapitre rempli d'espoir, de courage et de la conviction inébranlable que la vérité, aussi douloureuse soit-elle, a le pouvoir de guérir et de transformer. Et c'est ainsi que se termine notre récit, non pas dans la tristesse ou le regret, mais dans la promesse d'un avenir meilleur que nous continuons à construire jour après jour ensemble.